Donc bonsoir tout le monde et merci beaucoup effectivement au Théâtre des Chartreux qui nous accueille et nous permet de reprendre ces cycles de l'Université populaire qui avaient été interrompus pendant trop longtemps. Donc c'est une bonne collaboration, j'espère que ça va durer longtemps. Et donc on reprend avec un thème qui pour une fois n'est pas seulement philosophique mais est aussi à dimension politique. J'avais un peu évité ça jusqu'à présent parce que la confusion entre les deux domaines est un peu problématique. Mais en fait là, il y a une situation qui est intéressante en ce moment. Il y a un éveil politique intéressant. On est le 10 septembre, c'est une belle coïncidence. Et je pense que la philosophie a des choses à offrir, a des moyens d'aider un mouvement à se trouver, à se comprendre et peut-être à aider l'action à se développer. Et Sartre s'est trouvé en fait dans la même situation. Alors, pas la même que maintenant, mais dans une situation comparable de penseurs, d'intellectuels qui voulaient faire quelque chose pour la situation de sa société. Donc, on peut profiter aussi de son expérience à lui, de toute sa pensée qu'il a mise en œuvre pour faire le lien entre théorie et pratique. C'est un peu ce qui va nous occuper. Et donc, même si son ouvrage dont on va beaucoup parler, La critique de la raison dialectique, même si c'est un ouvrage qui date de 1960, il n'empêche que, même si les contextes ont changé, il n'empêche qu'il y a vraiment des très, très, très bonnes choses à aller chercher chez lui pour nous aider à nous situer maintenant. Alors, comme toujours, dans le cadre de l'Université populaire, on va laisser beaucoup de place au débat. Donc, je vais parler un peu plus d'une heure un quart. Et après ça, on pourra débattre non seulement de ce qui aura été exposé, mais aussi, si vous voulez, de la situation actuelle. C'est quand même, on est dans une situation un peu exceptionnelle aujourd'hui, donc on peut parler aussi de ça. Il n'y a aucun problème. Et autre chose préalable aussi, comme vous savez, s'il y a des termes, des notions que j'utilise sur lesquels vous butez, qui ne sont pas clairs pour vous, interrompez-moi tout de suite. Il n'y a aucun problème, il vaut mieux clarifier tout de suite que de traîner avec une mécompréhension. Donc, je n'ai aucun problème à ce qu'on m'interrompe pour clarifier quelque chose. En revanche, ce qui est vraiment le débat, ça ce sera pour après. Enfin, après l'exposé. Bon, donc déjà, une explication de ce titre, Critique de la raison dialectique. Donc vous faites, je suppose, vous voyez la référence aux critiques kantiennes, donc critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger chez Kant. En fait, dans ce sens-là, le terme critique veut dire quelque chose de bien particulier. Ça veut dire l'examen du champ, du domaine dans lequel une certaine méthode, un certain type de raison ou d'intelligibilité peut s'exercer. Donc, dans quel champ une raison peut s'exercer, dans quel champ ces concepts, ces catégories, ces méthodes sont valides, et dans quel champ ça n'est plus valide. Donc, quel est son objet légitime ou sur lequel elle peut exercer sa connaissance. Et donc, Sartre reprend cette même idée pour l'appliquer à la raison dialectique. Donc, pour se demander quel est le champ d'application de la dialectique. Et là, par contre, le mot dialectique, là, c'est évidemment une référence à Hegel. Et donc, il faut bien cerner ce que ça veut dire, bon, parce que d'autres philosophes ont utilisé le terme dialectique, en premier lieu Platon, mais c'est pas du tout dans le même sens que Platon, que Hegel le conçoit. Il y a aussi un sens plus courant de dialectique qui fait simplement référence au dialogue. Ce ne sera pas celui-là non plus. Donc c'est un sens bien précis qui vient de Hegel, donc début du 19e siècle, et qui est revu par Marx. Et on va tout le temps naviguer entre Hegel et Marx. Donc, qu'est-ce que Hegel entend par là? En fait, il appelle dialectique un type de mouvement, de processus qui avance selon un dépassement continu de certains termes. Et donc, en fait, il faut qu'on ait au départ deux termes. Alors, ces termes, ça peut être des termes logiques, ça peut être des pensées, des idées, des représentations, ça peut être aussi des institutions concrètes. Et donc, il faut qu'il y ait deux termes, peu importe lesquels, qui soient en antagonisme, qui soient en opposition. Et que cette opposition soit telle que l'état d'équilibre ne peut pas être maintenu. C'est-à-dire qu'il faut que ça éclate parce que ça n'est pas compatible. C'est une contradiction telle que ça n'est pas compatible, ça ne peut pas être maintenu ensemble. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe pour que ce soit un mouvement dialectique, c'est qu'il faut que l'un des deux termes nie l'autre, c'est-à-dire vise à le supprimer, et que en faisant cette négation,
il se produise un dépassement, c'est-à-dire un nouveau terme, quelque chose qui n'existait pas auparavant, quelque chose qui est plus que les deux premiers termes en présence, quelque chose qui est totalement créé, produit, qui n'est pas simplement déductible, hein, donc comme une émanation de ce qui existait avant. Donc il y a une création, la dialectique c'est une création. Et donc, dans ce troisième terme, il est plus riche, il est plus complexe que les deux qui précédaient, parce qu'il les englobe, il les retient, mais transformés. Il les retient d'une certaine façon, transformés. Alors, je vous donne un exemple qui est de circonstance. Si vous prenez la lutte des classes, par exemple, hein, puisque c'est tout de même la manière dont Marx va reprendre cette dialectique hegelienne. Si vous prenez la lutte entre deux classes telles qu'elles étaient face à face au XIXe siècle, la classe des bourgeois, les possédants, la classe des prolétaires, des travailleurs, des dépossédés. Ces deux classes, on peut, pendant un certain temps, les considérer comme en équilibre, puisque chacun, disons, arrive à supporter plus ou moins son existence dans cet antagonisme. Mais à un moment, l'antagonisme est trop fort. Et l'antagonisme devient trop fort dès le moment où la classe des dépossédés prend conscience de sa dépossession, donc c'est la prise de conscience de classe, hein, qui a été théorisée par beaucoup de marxistes, prend conscience de sa dépossession, et en fait, nie justement cette exploitation, nie cette dépossession, donc cherche à renverser la classe des possédants, non pas pour prendre sa place. Parce que si elle vise simplement à prendre sa place, il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de dépassement, on garde les mêmes catégories, juste on change les tenants, les membres de chaque catégorie, mais on ne change pas la structure. Donc pour qu'il y ait dialectique, il faut qu'il y ait vraiment dépassement, c'est-à-dire en l'occurrence, dans ce cas-là, société sans classe. C'est-à-dire on doit supprimer les deux classes en tant que telles. Ces deux classes doivent disparaître pour donner une société sans classe. Mais il restera néanmoins quelque chose dans cette société sans classe, il restera en fait une transformation de la propriété. Donc ces classes étaient définies par la propriété, l'une possédait, l'autre ne possédait pas. On va à partir de cet antagonisme et en sachant ce dont désormais on ne veut plus, on va pouvoir redéfinir une nouvelle forme de propriété qui ne retombe pas dans l'antagonisme. Bon, alors après, Hegel développe ce mouvement, ce processus dialectique, d'abord à propos de la conscience. Donc dans la phénoménologie de l'esprit, hein, un de ses ouvrages, disons, les plus lus, les plus connus, et je pense vraiment les plus illustratifs de toute sa pensée, donc phénoménologie, qui veut simplement dire manifestation. La manifestation de l'esprit. Il montre d'abord que la dialectique, elle concerne la conscience ou la pensée, donc de n'importe quel individu humain qui commence à faire des découvertes, des expériences, de se faire des connaissances, qui se confronte donc avec son autre qui est les autres, qui est le monde comme autre que la conscience. Donc la conscience avance chaque fois elle arrive à une certaine connaissance ou expérience, et puis c'est contredit, il y a une contradiction interne, ça ne tient pas, c'est une connaissance insuffisante, il y a des contre-exemples, elle est confrontée à des oppositions, à des objections, des réfutations, elle passe à autre chose, elle passe à un autre stade, une autre perspective, une autre étape de son développement. Et de cette manière-là, elle devient de plus en plus complexe, elle se développe de plus en plus, et elle intègre de plus en plus d'éléments en elle-même, elle devient de plus en plus objective, parce qu'elle prend de plus en plus d'objets en elle comme connaissance. Donc, elle se complexifie. Et, mais Hegel dit, mais ça s'applique aussi, et en même temps il l'applique, à l'esprit beaucoup plus concret qui est les institutions des différentes sociétés. Donc les sociétés se succèdent dans l'histoire, se transforment dans un cours qu'on appelle justement l'histoire, et l'ensemble de leurs institutions, donc ça peut être les coutumes, les religions, les lois, le droit, les organisations de la production matérielle, économique. Donc tout ça, c'est des institutions. Toutes ces institutions se transforment aussi par contradiction et dépassement.
Donc chaque fois, il se fait des contradictions. Ça peut être une contradiction externe parce que, par exemple, il y a un fait naturel qui fait que la production n'est plus suffisante pour nourrir la communauté, par exemple. Et ça peut être des contradictions internes, par exemple. La manière dont on s'organise est tellement inégalitaire, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une lutte et qu'on doit dépasser. Donc, il montre comment les sociétés se sont, en fait, toujours transformées de cette façon-là et remplacées chaque fois par d'autres, tout en retenant chaque fois, en quelque sorte, donc, comme leurs composantes, les éléments précédents, mais niés, transformés, dépassés. Donc voilà ce qu'est la dialectique. Et Marx et Engels, donc, qui écrivent souvent ensemble, donc ne pas confondre Engels et Hegel. Marx et Engels, ce qu'ils ajoutent à la dialectique hegelienne, ils sont imprégnés de philosophie hegelienne, mais ce qu'ils y ajoutent, c'est le côté matérialiste. On va avoir affaire pas mal avec ce matérialisme à propos de Sartre. Et ce côté matérialiste, c'est quoi? C'est que pour eux, donc, le moteur de cet avancement des sociétés, ce qui déclenche la lutte, c'est toujours quelque chose d'économique, c'est toujours un antagonisme dans les relations de production. Et en particulier, une évolution des techniques de production qui entraîne des déséquilibres qui n'existaient pas avec les techniques précédentes, etc. Donc on a un moteur de l'histoire chez eux qui n'est jamais les idées, qui n'est jamais justement les positions philosophiques ou les créations intellectuelles, mais qui est toujours économique, donc matériel, la production et ces différents rapports dans l'organisation de la production et les techniques. Et Sartre, en faisant une critique de la raison dialectique, ce qu'il veut justement vérifier, c'est si toute l'histoire des sociétés est bien, comme le montrait Hegel, compréhensible comme une totalité qui avance de manière dialectique. Il veut vérifier si c'est vrai, et il veut le vérifier de la manière la plus concrète possible, c'est-à-dire qu'il veut ne rien oublier dans cette totalité. Quand on dit totalité, ça veut dire à la fois totalité de tous les éléments d'une société, de tout ce qui fait une société, y compris tous les individus aussi distincts, aussi différents les uns des autres qu'ils soient. Et c'est aussi, quand on traite de totalité, c'est aussi dans le temps, n'oublier aucune époque, n'oublier aucune médiation, et essayer même le plus possible d'intégrer l'humanité tout entière. Ne pas s'en tenir à l'histoire, par exemple, de l'Europe, mais essayer d'intégrer l'histoire de toutes les régions du monde. Donc Sartre veut vérifier si c'est possible. Donc il va essayer de le faire. Et par ailleurs, il veut vérifier aussi si on doit suivre le matérialisme marxiste, si on doit estimer que le principal moteur, ce sont les conditions matérielles, ou si, au contraire, il faut tout de même accorder plus à cet autre principe qui, jusque-là, a été au centre de sa philosophie, et qui est la conscience, qui est pour lui, parce que pour lui, c'est là que se trouve toute la créativité, toute la capacité de négation. Pour lui, c'est dans la conscience qu'elle se trouve. Donc c'est parce que nous sommes conscients, c'est parce que nous ne sommes pas justement les objets que nous connaissons, c'est pour ça que nous sommes capables de les dépasser, d'aller plus loin et de créer. Donc autrement dit, c'est pour ça que nous sommes libres. Donc comme toute la philosophie de Sartre jusque-là, c'est une philosophie de la liberté, de la conscience, forcément elle se heurte d'abord de front avec ce matérialisme qui prétend au contraire ne considérer comme important et comme premier que les conditions matérielles. Bon, mais je vous propose, pour en arriver donc à ce sujet, de d'abord un peu parcourir l'évolution philosophique et politique de Sartre, et c'est pour ça que je vous ai mis une petite biographie, disons, qui va quand même essayer de se limiter au thème qui nous occupe. Donc on ne va pas parler de tout ce qu'a fait Sartre, mais de quand même ce qu'il a mené au seuil de la critique de la raison dialectique.
Donc, naissance en 1905, il a une enfance très heureuse, il est élevé par une famille cultivée, il apprend très très vite, très très bien, très très précocement, il veut être écrivain, il se met d'ailleurs à écrire, et évidemment, il ne perdra jamais cette vocation précoce. Je passe sur les années d'enfance, d'adolescence, on peut trouver ça assez facilement. Il entre à l'école normale supérieure et obtient l'agrégation de philosophie. Donc, il commence par être donc, de formation philosophique. Il est envoyé comme professeur de philosophie au lycée du Havre puis de Neuilly. Alors, c'est pas qu'il n'aimait pas cette expérience. En fait, il a dit qu'il aimait plutôt bien la relation avec les étudiants. Bon, c'est des étudiants tout de même d'un certain âge. Hein, on est en terminale là. Mais en fait, c'est pas sa vocation et il sait qu'il va pas rester professeur toute sa vie. Donc, il cherche à percer autrement. Alors, il peut profiter en 33-34 d'une bourse d'un an à la Maison française de Berlin. Et là, il approfondit la philosophie de Husserl. Alors, pendant ses études à l'ENS, il n'avait pas tellement travaillé la phénoménologie. Bon, l'ENS, c'était encore vieille philosophie française, beaucoup de philosophie française ou de Kant. Ça n'allait pas beaucoup au-delà. Donc, là, vraiment, c'est à ce moment-là seulement qu'il lit Husserl lui-même. Donc Husserl, c'est le fondateur de la phénoménologie. Et ses premiers écrits, je ne reviens pas sur ce qu'est la phénoménologie. En fait, je vous renvoie pour ça au cycle qui a été donné à l'Université populaire en 2015 déjà. Donc je vous renvoie à ça parce que tous les documents se trouvent sur YouTube. Vous pouvez voir les films, vous pouvez voir les documents sur le site de l'Université populaire. Je vous renvoie à ça, je ne peux pas reprendre. Enfin, en tout cas, c'est la première, si vous voulez, vraiment adhésion profonde, philosophique de Sartre, c'est à la phénoménologie de Husserl. C'est une philosophie de la conscience. Hein, donc c'est comme ça qu'il développe cette idée que la conscience est est la première certitude que nous avons, mais qu'ensuite, à partir de cette certitude, on peut reconstituer à la fois le monde et le rapport à autrui sur des bases sûres, sur des bases certaines. Et c'est ça tout l'intérêt de cette philosophie. Ces premiers écrits philosophiques, donc, sont dans cette lignée, dans cet héritage. Donc, il y a l'imagination, la transcendance de l'ego, esquisse d'une théorie des émotions et l'imaginaire. Dans le même temps, pendant ces années 30, il commence à écrire des romans et il publie Le Mur et la nausée, qui lui assurent plus de succès que ces traités philosophiques, hein, qui sont tout de suite de notoriété assez élargie. Bon, mais en 1939 arrive la drôle de guerre, une mobilisation générale. La guerre n'a pas encore vraiment éclaté en combat. Et pendant des mois, les soldats mobilisés se trouvent assez désœuvrés, n'ont pas grand-chose à faire. Sartre, en tout cas, il n'a vraiment pas grand-chose à faire. Et donc, il en profite pour écrire énormément. Et il écrit des centaines de pages de carnets qui seront publiés à titre posthume sous le titre « Carnet de la drôle de guerre ». Et on voit vraiment toute la préparation de ce qui va être ensuite sa grande œuvre philosophique, L'être et le néant. Il prépare déjà ça à ce moment-là, plus des tas d'autres choses, des tas d'autres questions, et notamment son interrogation sur l'histoire, etc., qu'il reprendra inlassablement par après. Il est fait prisonnier et interné dans un stalag avec énormément d'autres. Il y a des témoignages assez touchants hein, de Sartre dans le stalag. Alors, il paraît que c'était un bout en train. Il avait écrit et fait monter une pièce de théâtre. Il avait trouvé un exemplaire de Heidegger. Alors, très important aussi, Heidegger. Il avait trouvé un exemplaire d'Heidegger en allemand. Et alors, il le lisait, il le traduisait au fur et à mesure pour expliquer aux autres ce que c'était la philosophie de Heidegger. Donc, en fait, il avait pris vraiment du bon côté ce moment de prisonnier. Bon, alors, cette rencontre avec Heidegger, elle est importante parce que ça montre comment il fonctionne en philosophie et je crois que c'est vraiment la bonne manière de fonctionner. C'est-à-dire, quand on veut comprendre une philosophie, il faut l'étudier à fond. Il faut se mettre complètement dedans, c'est-à-dire il faut en faire sa propre pensée. Il faut se dire, bon, moi je vais me mettre à penser comme il pense. On ne fait ça que si on est attiré par elle, bien sûr. Hein, on ne le fait pas si d'emblée on est rebuté ou on n'est pas convaincu. Mais si on est séduit, il faut vraiment y aller à fond. Il faut se donner à fond, il faut l'avoir dans toutes ses dimensions. Et puis, quand on s'en est totalement imprégné et qu'on sent qu'on
on est convaincu par elle, il faut commencer à en lire d'autres et voir du coup les limitations de cette première qu'on a si bien intégrée. Voir ses limites, voir ses insuffisances, voir éventuellement des objections, des zones d'ombre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a témoigné de ça, que en fait, il connaissait déjà Heidegger pendant les années 30, mais il n'avait jamais pu vraiment entrer dans cette philosophie parce qu'il était trop occupé avec celle de Husserl. Son esprit était entièrement occupé par celle de Husserl. Et c'est seulement après qu'il a pu s'imprégner de celle de Heidegger qu'il a influencé aussi énormément. Et qui lui a apporté, notamment à sa philosophie de la conscience, toute la dimension de la temporalité et toute la dimension de ce qui s'appelle l'existence, et qui a fondé donc ce qui s'est appelé l'existentialisme, qui est la philosophie développée dans l'être et le néant. Bon, sur l'être et le néant, malheureusement, je ne peux pas non plus revenir, ça se trouve aussi dans le cycle précédent, et quand même, je vous signale que j'ai pu mettre sous forme de livre l'explication de l'être et le néant. Donc, si vous souhaitez voir ce livre, il peut se commander dans n'importe quelle librairie ou en ligne. Si vous en voulez, j'en ai aussi des exemplaires. Donc ça, c'est vraiment un vade-mecum pour lire l'être et le néant. Bon, mais donc je ne peux pas trop m'appesantir là-dessus maintenant. Je vais juste souligner ce qui va être absolument indispensable pour nous pour avancer dans la critique de la raison dialectique, c'est souligner l'importance centrale de la liberté chez Sartre. Attends, de la liberté philosophique, de la liberté philosophique. Donc c'est pas la même chose que la liberté au sens courant du terme, qui est l'absence de contraintes, la possibilité de faire ce qu'on a la volonté de faire, etc. C'est pas dans ce sens-là. C'est une liberté ontologique, c'est-à-dire c'est la liberté contre le déterminisme. Ça, c'est une vieille question philosophique qui remonte à l'Antiquité, de savoir si l'ensemble de nos actions dépendent vraiment de nous, si nous pouvons vraiment les choisir, ou si en fait nous sommes faits, nous sommes agis par toutes les circonstances, que ce soit déjà notre biologie, et puis le développement de notre cerveau, et puis tout le milieu social. Donc est-ce que nous sommes agis par ça, et en fin de compte, nous sommes juste poussés, et nous sommes juste la résultante de toutes ces forces qui agissent, de toutes ces influences qui agissent sur nous. Donc ça, c'est la position déterministe qui a été défendue à plusieurs reprises dans l'histoire de la philosophie. Ou bien est-ce que, en fait, il y a quelque chose dans l'être humain qui est irréductible à ce type de causalité, irréductible à cette causalité qui est une causalité de type physico-chimique, la causalité qu'on trouve dans les phénomènes physiques, dans les phénomènes chimiques et même dans beaucoup de phénomènes physiologiques, biologiques. Donc cette causalité qui est, si vous avez un certain état T, vous pouvez prévoir, en tout cas en principe, ce que sera l'état suivant. Si vous avez tous les éléments, toute la description d'un certain système clos, vous pouvez prévoir, calculer ce que sera l'état suivant. Donc ça, c'est une causalité qu'on peut dire linéaire, mécanique. Ceci donne cela. Et il y a là une nécessité et une prévisibilité. Bon, mais Sartre, justement, il veut montrer que la conscience, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Et pourquoi ? Parce que la conscience, c'est quelque chose de radicalement différent de ce qu'il appelle l'en-soi. Qu'est-ce que c'est l'en-soi ? C'est l'ensemble des choses qui sont ce qu'elles sont. Cette bouteille, elle est ce qu'elle est. C'est une bouteille. Elle n'a pas à se définir comme bouteille. Elle n'a pas à se construire comme bouteille. Elle est, et c'est tout. Même si elle va changer, elle va se démolir, tout ce que vous voulez, mais elle ne va pas s'épanouir comme bouteille, elle ne va pas faire sa vie de bouteille. Bon, même chose pour tout ce que vous pouvez prendre, que ce soit matériel ou immatériel. Mais un être humain en tant qu'il est une conscience, et non pas en tant qu'il est un corps matériel physiologique, parce que ça c'est une dimension qui est effectivement du domaine de la causalité matérielle, mais en tant qu'il est une conscience, il a un mode d'être qui est tout à fait différent, à savoir que lui, il a à se construire. Il a à construire son être. Il a à se créer lui-même, c'est-à-dire il a à décider ce qu'il sera. Et même si il n'a pas envie, de toute façon, il n'a pas le choix. Il est comme ça. Il est comme ça, c'est-à-dire que
toute son action est toujours en vue de quelque chose. Son action, elle est toujours créatrice de quelque chose qui n'existe pas. Elle est toujours invention, elle est toujours intention de faire quelque chose, de viser, elle est toujours visée d'un but. Et vous pouvez faire cette expérience que toutes les actions que vous faites, elles s'expliquent non pas par le passé qui en quelque sorte vous pousse à le faire, mais par l'avenir que vous visez. C'est-à-dire, si je suis là en ce moment à vous parler, c'est parce que j'ai un but qui est de diffuser une certaine philosophie, j'ai un but qui est de espérer qu'elle elle intéresse et qu'elle puisse servir à quelque chose dans la société. Donc, je le fais. Tout ce que je fais s'éclaire par mon but et pas du tout par le fait que j'ai telle formation, telle expérience. Certes, ça repose aussi sur le fait que j'ai telle formation, telle expérience, mais ça tout seul, ça ne suffirait pas. Il ne suffit pas que j'ai une formation, une expérience, une histoire qui existe déjà. Il ne suffit pas de ça pour que j'ai décidé de faire ceci. Vous voyez, donc, la clé de l'explication, et donc, si vous voulez, de la causalité de cette action, c'est ma visée future, c'est ma visée sur qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire pour l'avenir. Or, ce futur, il n'existe d'aucune façon. Ce futur, c'est pas un en soi, c'est pas quelque chose qui existe par lui-même comme ça et que nous pouvons juste découvrir dans le monde. Et non, il n'existe aucunement le futur, que dans mon esprit justement, que dans l'esprit de tous ceux qui l'imaginent et s'y projettent. Donc, je le crée. Et c'est comme ça pour tous les êtres conscients, disons surtout les êtres humains, parce que bon, il y a une certaine conscience animale, mais c'est pas la même. Donc pour tous les êtres humains, c'est pareil. En fait, il faut qu'ils créent leurs actions. Elles ne vont pas de soi, elles ne vont pas simplement être mécaniques en raison du passé. Donc c'est ça la liberté, voilà. C'est ça la liberté ontologique. C'est de dire, nous avons à nous créer et nous devons inventer, nous devons décider, c'est ça la liberté. Donc cette liberté, c'est une obligation pour nous. Et sinon, on meurt, quoi. Sinon, on ne fait rien, on meurt. Donc, c'est notre être. C'est notre être. Donc, voilà ce que Sartre développe dans L'être et le néant. Et c'est, évidemment, vous commencez à voir aussi pourquoi, étant donné cette pensée-là, il ne peut pas adhérer totalement à une histoire déterministe, déterminée par des conditions matérielles. C'est pas possible. C'est totalement l'opposé de sa pensée philosophique. Bon, mais je poursuis le parcours, ça va jusque-là? Donc je poursuis le parcours de sa vie. On en était aux années de guerre. Il est libéré en 1941 et redevient professeur de lycée. En 1943, il publie donc son œuvre vraiment philosophique essentielle qui est L'être et le néant. Et ce n'est pas une œuvre qui a tout de suite une réception très, très importante. Dans les milieux philosophiques, ça n'est pas tellement connu. En revanche, il fait une beaucoup plus grande percée dans les milieux du théâtre, avec ses premières pièces de théâtre qui sont Les Mouches et Huis clos. Et puis, il commence à écrire dans des journaux qui sont clandestins, il se rapprochent de la résistance, donc dans les Lettres françaises, et puis dans Combat, avec la rencontre avec Camus, notamment. Alors, à la fin de la guerre, il est très actif dans Combat, il est très actif dans tout ce qui est l'organisation de la politique de l'après-guerre, et il est envoyé comme journaliste par Le Figaro et par Combat, donc à la fois les deux journaux. Le Figaro n'était pas encore le journal de droite qu'il est maintenant. Et il est envoyé à New York dans le cadre du rapprochement États-Unis-France. Il va y rester d'ailleurs plusieurs mois. Et alors bien entendu, il sait bien comme tout le monde comment est la société américaine, mais il découvre quand même d'une autre façon, en vivant là, il découvre d'une autre façon certaines choses qui lui font un choc, et notamment le racisme dans lequel se trouvent encore les États-Unis. Et du coup, il se rapproche beaucoup de communautés d'Afro-Américains, et notamment de l'écrivain Richard Wright, qui deviendra un ami et qui écrira dans les temps modernes, donc dans la revue que va bientôt fonder Sartre. Donc Sartre, c'est pour la vie
un antiraciste absolument farouche, absolument absolu, convaincu, et ce sera aussi un anticolonialiste tout aussi convaincu. Toujours cette même année, il publie les 2 premiers tomes de la trilogie romanesque Les Chemins de la Liberté. Le 3e tome suivra quelques années plus tard. Ce sera la fin de Sartre romancier. Alors après ça, il ne va plus écrire de romans, mais il va encore écrire des études sur des écrivains. Donc je ne l'ai pas mentionné là, je le dis rapidement. Il écrit dans les années 40 une étude sur Baudelaire, et puis au début des années 50 une étude sur Genet, sur Jean Genet, c'est Saint Genet, comédien et martyr, et puis encore une de ses toutes dernières grandes œuvres, immenses œuvres, ce sera sur Flaubert, L'idiot de la famille. Mais en fait, ce sont pas, ces 3 ouvrages ne sont pas des études littéraires, même si elles s'intéressent chaque fois à un écrivain. Ce sont des études dans le sillage de sa philosophie de l'existence. C'est-à-dire, Sartre s'interroge toujours sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'est construit comme il s'est construit. Comment ça se fait qu'ils se sont choisis ce destin d'homme-là? Pourquoi ils se sont choisis cette vie-là? Et comment ça s'inscrit dans les circonstances? Comment ça a été en interaction avec leur milieu, avec les circonstances qu'ils ont rencontrées? Donc comment ils se sont situés, parce que la notion de situation est centrale là, donc comment ils se sont situés dans leur environnement pour devenir ce qu'ils voulaient devenir? Et il se fait que ce sont chaque fois des écrivains parce que Sartre aussi, il a été dans ce même cas de vouloir devenir un écrivain et donc d'être en interaction avec son époque en tant qu'écrivain. Bon, donc là, je parlerai plus trop après de la littérature parce que c'est tout un pan qui est un peu en dehors de notre question. Alors, ce qui est tout à fait dans notre question, c'est la conférence « L'existentialisme est un humanisme » que Sartre prononce toujours dans cette année 45. Et c'est une réponse à des attaques qui ont été faites par les milieux communistes, surtout par les milieux communistes contre l'être et le néant, et qui pour Sartre sont des malentendus. Alors d'après lui, ce sont des malentendus, donc il veut les redresser, il veut les corriger. Et en fait, ces critiques suivent principalement 2 axes. L'un, c'est de dire que en fait, la philosophie de l'être et le néant, c'est une philosophie de l'absence d'action, c'est une philosophie simplement contemplative, purement théorique, et donc qui est totalement détachée du réel, en fait, du réel et de la pratique. Et le deuxième type de critique, c'est de reprocher que c'est une philosophie absolument individualiste et qui ne tient aucun compte du collectif, comme si l'individu était isolé. Et Sartre répond aux 2 dans cette conférence. D'abord en rappelant, et c'est vrai que c'était vraiment mal le comprendre, en rappelant que sa philosophie, c'est justement une philosophie de l'action, puisque justement ce qu'il veut montrer, c'est que notre être profond en tant qu'être humain, c'est un être qui est obligé de se déterminer à agir, qui est obligé de choisir constamment son action, qui est obligé de constamment dépasser la situation présente, qui est tout le temps poussé à aller au-delà de la situation présente pour viser un autre futur, enfin pour viser son propre futur. Et donc justement, c'est une philosophie de l'action et son individu ne fait que agir, justement. Donc ça, un premier malentendu corrigé. Et ensuite, il dit que, étant donné cette liberté, nous sommes profondément responsables de tous nos actes. Tous nos actes, justement, on ne peut pas y trouver de prétexte et d'excuses en disant « c'est pas moi, c'est mon milieu, c'est pas moi, c'est mes gènes ». Ah non, on est responsable de tout ce qu'on fait, de ce qu'on est. Donc, si vous voulez, on a évidemment des influences au départ, on a un certain corps qui n'est pas autrement qu'il n'est, qu'on peut transformer, disons, modérément. On a évidemment un milieu dans lequel on est né, qu'on n'a pas choisi. Donc tout ça est tout à fait vrai, mais l'important, c'est ce qu'on en fait. Donc on est responsable de ce qu'on en fait. Il y a toujours de multiples possibles. Il y a toujours de multiples possibles entre lesquels on choisit. Donc on est responsable de ces actions. Et Sartre dit, on n'est pas responsable seulement vis-à-vis de soi-même ou d'une morale éventuellement, on est responsable aussi vis-à-vis de tous les autres hommes. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait nous engage aussi par rapport aux autres humains parce que on leur donne un exemple. On leur donne un exemple de quelque chose qui est fait dans telle situation. Et donc, selon l'exemple qu'on donne, on aura une influence plus ou moins bonne, plus ou moins intéressante et positive sur les autres. Donc, on est aussi responsable et engagé pour cette raison-là. Donc, il dit, en fait, tout acte est aussi collectif pour cette raison-là.
Après, il développera autrement le rapport individu-collectif, c'est loin d'être terminé. Donc voilà pour cette conférence. Et toujours la même année, il fonde la revue Les Temps modernes, avec un ensemble, avec toute une petite équipe dont sont notamment Simone de Beauvoir. Alors Simone de Beauvoir, bien sûr, l'accompagne depuis l'ENS, compagne de Sartre depuis l'ENS, et qui le sera jusqu'à sa mort, qui sera une interlocutrice intellectuelle de premier plan, sera sa première interlocutrice systématiquement pour tout ce qu'il élaborera comme pensée, aussi bien politique que philosophique, et qui sera, avec laquelle il aura aussi une relation amoureuse très particulière, très en avance sur son temps, on pourrait dire, puisque totalement libre et permettant tous les à côté, chez l'un comme chez l'autre, permettant toutes les relations à côté, en plus de celle-là. Donc c'est aussi un couple tout à fait intéressant. Bon, bref, donc Simone de Beauvoir, bien entendu, se trouve dans le premier comité des temps modernes, et aussi Raymond Aron. Alors là, c'est très différent. Raymond Aron, vous connaissez peut-être l'homme qui est plutôt disons, un essayiste libéral. Ils se sont connus aussi à l'ENS, et d'emblée, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient tout à fait en désaccord politique, mais enfin, Aron, disons, il se rapproche à la faveur de la résistance, etc. Et Aron, alors il ne reste pas longtemps, comme vous voyez, il reste jusqu'en 1946, et puis après, bon, c'est vraiment trop d'incompatibilité. Michel Leiris c'est un ethnologue aussi très marqué par la psychanalyse, qui était assez proche de Georges Bataille dans les années 30, et donc qui va rester longtemps dans les temps modernes et qui apportera tout ce côté-là, de toutes ces disciplines humaines en complément. Et puis alors il y a Maurice Merleau-Ponty qui est très proche de Sartre, qui a un parcours assez similaire, donc lui aussi phénoménologue, et qui en fait a à la fois adhéré plus tôt que Sartre au marxisme ou au communisme, et aussi s'en est détaché plus tôt. De telle façon qu'en 1952, quand Sartre se décide à vraiment se rapprocher du Parti communiste, eh bien, Merleau-Ponty, lui, s'en est déjà totalement détaché. Et donc, c'est ça qui crée une certaine rupture entre eux, et donc le départ de Merleau-Ponty de la revue. Alors, avant ça, en 1946, on a un article intéressant, très important pour notre sujet qui nous occupe là aujourd'hui, qui paraît dans les temps modernes. C'est matérialisme et révolution. Donc vous voyez déjà les deux termes. Il va se situer par rapport au matérialisme et en même temps réfléchir à la révolution. Sartre, à ce moment-là, est révolutionnaire, est vraiment foncièrement révolutionnaire. Il pense que la révolution est nécessaire et que l'époque est mûre pour ça. Je vais y revenir tout à l'heure ou éventuellement la semaine prochaine. Je vais dire un petit peu plus parce qu'il est très intéressant cet article. En 1947, il publie « Qu'est-ce que la littérature ?» toujours dans les temps modernes. Et juste un petit mot à propos de qu'est-ce que la littérature, parce que comme ça je n'y reviendrai pas, puisque ce n'est pas directement notre sujet, mais tout de même. La manière dont Sartre définit la littérature, là aussi, disons, découle de sa philosophie. Il pense que la littérature, c'est une réflexion sur le monde. C'est une manière pour le monde d'être révélé à lui-même. Donc le monde au sens du monde social, du monde culturel. Il a besoin pour se connaître lui-même, il faut qu'il y ait une partie du monde, à savoir les écrivains, qui décrivent comme s'ils étaient à l'extérieur ce monde. Alors ils sont en même temps à l'intérieur et à l'extérieur, mais ils permettent de donner une sorte de reflet, de miroir du monde, et ça permet au monde de mieux se connaître, ça permet à tous les autres de mieux se connaître. Et en particulier, dit Sartre, dans le cadre de la lutte des classes, si on veut que le prolétariat prenne une meilleure conscience de lui-même, la littérature peut l'aider à le faire, en lui donnant un éclairage, en donnant un éclairage de l'extérieur sur sa condition. Parce que le travailleur, le prolétaire, il vit de l'intérieur sa condition. Il n'a pas toujours la distance nécessaire pour la voir de l'extérieur, pour avoir d'autres points de vue que celui dans lequel il est un peu prisonnier. Donc, la littérature qui décrit ces conditions peut lui donner, en fait, une vision plus totale, on retrouve l'idée de totalité qu'on va retrouver bien souvent, une vision plus totale de sa condition, et donc une manière de la dépasser. Et c'est pourquoi Sartre définit la littérature engagée, qu'il prône bien sûr, la littérature engagée, il la définit comme une littérature qui
qui se veut un acte libérateur par rapport à des oppressions, qui se veut un acte libérateur, donc qui veut indiquer une libération. Et un cran un petit peu plus haut encore, une littérature devient révolutionnaire quand non seulement elle se veut libératrice, mais quand elle indique une voie de dépassement de la société telle qu'elle est. Donc, si vous voulez, une voie de dépassement au sens où je présentais celui de Hegel. Donc, comment est-ce qu'on passe à une phase tout à fait différente, en fait, d'organisation de la société? Comment est-ce qu'on peut arriver à abolir l'organisation présente pour une organisation toute différente? Donc, un écrivain est révolutionnaire quand il indique l'une de ces voies possibles et qu'il donne envie au lecteur de la réaliser. Donc voilà, donc qu'est-ce que la littérature? En fait, de nouveau, ce n'est pas vraiment un écrit uniquement sur les lettres, c'est un écrit aussi politique. En 47-48, Sartre commence à rédiger des centaines de pages d'un ouvrage qu'il ne publiera jamais lui-même, parce qu'il n'a pas le temps de le terminer. C'est pas qu'il veut pas le terminer, c'est pas qu'il l'abandonne, mais il est toujours pris par autre chose et il n'arrivera jamais à le terminer, même s'il le désire. C'est les cahiers pour une morale. Donc ça deviendra les cahiers pour une morale lorsque ce sera édité donc par sa fille adoptive, par Arlette Elkaïm, à qui il a confié tous ses écrits à publier après sa mort. Et en fait, c'est la suite, ça devait être la suite de L'être et le néant. Parce que L'être et le néant se termine sur l'annonce qu'on a besoin d'une morale maintenant qui corresponde à toute cette ontologie qui a été développée, cette ontologie de la liberté et de la conscience qui a été développée. Il faut une morale correspondante. Et bien entendu, il ne faut pas du tout comprendre morale au sens habituel et traditionnel du terme. Il ne s'agit pas du tout d'une sorte de corpus normatif de comportement à poursuivre, à approuver ou à blâmer. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas d'injonction ou de normes. Il s'agit de, justement, trouver quelle pratique concrète on peut avoir en sachant qu'on est une liberté en train de se faire. Et donc, quelle pratique concrète on peut avoir vis-à-vis des autres, notamment. Donc, comment, justement, construire des relations aux autres qui correspondent à cette liberté. C'est-à-dire comment rendre les autres aussi libres que nous, comment conserver la liberté dans les relations, comment faire en sorte qu'on ait une morale de la liberté, comment réaliser une morale de la liberté. Et là, on peut voir qu'il y avait tout de même un certain défaut, un certain manque dans L'être et le néant, qu'on sent quand on le lit en profondeur. C'est que dans L'être et le néant, les relations interpersonnelles, elles sont plutôt négatives. C'est-à-dire, c'est assez logique avec sa philosophie, c'est-à-dire dans la mesure où ce qui est libre, c'est toujours notre côté sujet. Je suis toujours libre en tant que j'agis, en tant que je connais, en tant que je vois, en tant que j'éprouve, je ressens, je cherche. Donc tout ce que je fais, c'est toujours le je qui est libre. Dans tout ce que je fais, c'est le je qui est libre. Donc c'est le sujet de l'action qui est libre. Mais lorsque j'ai des interactions avec les autres, Sartre disait bien tout de suite, je reconnais les autres comme des consciences semblables à la mienne, donc je les reconnais comme des sujets, comme des je, qui ont cette même liberté de poser leurs actions et de se construire. Ça, il dit que c'est une certitude, alors il le démontre, je ne rappelle pas comment. Mais en fait, chaque fois que moi j'ai affaire aux autres, c'est toujours de manière phénoménale. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est la manière dont c'est leur apparence extérieure. Moi, je vous vois dans votre apparence corporelle extérieure. Et même, je vois évidemment des signes d'émotion, ou je vois des signes de comportement qui, je sais bien, correspondent à des états intérieurs. Je peux plus ou moins reconstituer les états intérieurs, mais je ne les éprouverai jamais. Moi, je n'éprouverai jamais ce que votre conscience éprouve. Et donc, cette incommunicabilité entre les consciences, entre ce qu'on éprouve chacun de son côté, intérieurement, fait que je ne peux jamais considérer les autres que comme des objets. Vous êtes toujours l'objet de ma vision, de ma pensée, et ça peut être aussi être des objets au sens très
positif du terme. Vous pouvez être l'objet de mon amour, de mon désir. Ça peut être très positif, mais c'est tout. L'autre est toujours objet pour moi. Hein, donc vous voyez pourquoi. Hein, je sais très bien qu'il est sujet pour lui, mais pour moi, c'est un objet. Et inversement, moi, je sais bien aussi que dans la vision des autres, je suis toujours objet. Je suis objet de votre vision, de votre écoute, de vos pensées. Bon. Et même si c'est positif, encore une fois, même si la relation est positive, il n'empêche que, écoutez bien ceci, il n'empêche que, en tant que je suis objet, je ne suis pas sujet. Hein, donc, chaque fois que je me sens objet de vous, je me sens prisonnière du regard que vous avez sur moi, et je dois me ressaisir comme sujet pour agir. Le regard est paralysant. Bon, alors, il développe tout ça hein, avec des exemples, des situations où on se sent vraiment paralysé par un regard. Encore une fois, pas parce qu'il est malveillant, mais juste parce que tout d'un coup, je me sens objet, et à ce moment-là, je n'agis plus. Il faut que je me ressaisisse, et que, en quelque sorte, j'ignore le regard, et que je me dise, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais, j'agis. Bon. Et donc, il avait des formules assez fortes du genre « autrui me vole ma liberté ». Ah bah oui, il me vole ma liberté. À un moment, ma liberté est interrompue, puisque je me préoccupe de mon être pour autrui et non pas de ce que je suis librement. Bref, c'était un peu insuffisant, ces relations avec autrui, c'était un peu insatisfaisant dans l'être et le néant. Et dans les cahiers pour une morale, c'est pour ça qu'il dit, en fait, ce qui est... Bon, alors c'est long, hein, ces cahiers, il y a énormément de choses, mais je dis juste une seule chose, c'est qu'il faut toujours traiter le plus possible justement autrui comme sujet et comme libre. Et donc, il dit, ce qui sera la clé, c'est la générosité. C'est-à-dire, évidemment qu'en tant qu'objet, il y a toujours quelque chose à redire sur autrui. Il y a toujours quelque chose... il y a toujours quelque chose que laisse voir autrui où il est vulnérable. Mais je ne peux jamais profiter de cette vulnérabilité. Il faut toujours que je sois généreux, c'est-à-dire que je prenne le autrui sujet, que je me mette à la place de l'autrui sujet et que je le prenne comme tel. Bon. Donc voilà en gros la morale vers laquelle il voulait s'orienter. Et après, il réfléchissait aussi à comment est-ce qu'on forme comme individu des collectifs et comment on est formé par les collectifs. Mais ça, c'est une question que justement, il va reprendre et retravailler et mener à son aboutissement dans la critique de la raison dialectique. Donc, il y aura une séance qui sera vraiment consacrée à ça, les différents types de collectifs qu'on peut construire et comment ils évoluent et comment, en retour, évidemment, ils modifient les individus. Ok, donc je continue encore un petit peu sur les années suivantes. Il publie aussi Vérité et existence, dont je dirai peut-être un petit mot par après. Enfin, il ne le publie pas, justement. Donc, il le rédige. C'est aussi inachevé. Et en fait, ce n'était pas un manuscrit auquel il tenait tellement et qu'il avait vraiment envie d'achever. Donc, il n'a pas repris. Bon, c'était publié à titre posthume. Alors, voilà maintenant, début des années 50, le début du compagnonnage avec le Parti communiste français. Donc, il se fait compagnon de route. Ça veut dire qu'il n'est pas membre, il n'est pas activiste dans le parti, mais il est un intellectuel qui soutient et qui défend le Parti communiste. Contre quoi? Eh bien, contre le retour de la droite qui était en train de se faire à ce moment-là en France. Donc, après la guerre, évidemment, il y avait une très forte présence politique des communistes et des socialistes. Et puis, c'était en train de se retourner avec, non pas De Gaulle lui-même, qui était un peu, disons, dans l'ombre à ce moment-là, mais le parti gaulliste qui était en train de reprendre, et la droite en général qui était en train de reprendre. Et le Parti communiste semblait, à Sartre à ce moment-là, le seul qui était à la fois assez combatif pour résister à cette invasion de la droite, et qui était aussi assez massif. Je veux dire, c'était encore un parti avec une adhésion de masse et qui correspondait à une large aspiration populaire, un large élan populaire. Donc, il pensait que c'était celui-là qu'il fallait soutenir. Alors, il y avait aussi une influence du mouvement pour la paix. Donc ça, c'était un mouvement international totalement téléguidé au vu et au su de tout le monde par Moscou, hein, par l'URSS, par les pays de l'Est. Tout le monde le savait, mais néanmoins, Sartre pensait qu'à cette époque-là, début des années 50,
le bloc de l'Est avait intérêt à la paix, alors que les États-Unis n'avaient pas intérêt à la paix. Les États-Unis fomentaient des guerres partout, ou faisaient la guerre, hein, il y avait la Corée, etc. Bon. Alors que le bloc de l'Est n'avait pas intérêt à la guerre, tout simplement, disait-il, parce qu'ils étaient trop faibles. Ils n'avaient pas la force de s'étendre au-delà de leurs frontières, d'attaquer au-delà de leurs frontières. Et donc, il pensait qu'il fallait aussi, bon, si on voulait défendre la paix, il fallait soutenir plutôt le bloc de l'Est que l'impérialisme américain. Il est vraiment très impressionné, mais il n'y a pas que lui, hein, par l'impérialisme américain à ce moment-là et par le macartisme. On est en plein macartisme, c'est-à-dire, comme vous savez, donc une persécution, non seulement de tout ce qui avait un air communiste, mais même de tout ce qui avait le moindre rapport avec une pensée progressiste ou de gauche. Et ça se diffusait au-delà des États-Unis avec tout ce qui avait un vague rapport avec les États-Unis. Donc, là aussi, c'était un facteur lourd dans la balance de dire qu'il faut lutter contre ce macartisme. C'est une aberration, quoi, hein. C'était vraiment une destruction de tout un pan de la culture en ce nom-là. Donc, à la fois pour des raisons internes à la France et pour des raisons internationales, Sartre se rapproche, hein, des partis communistes. Alors, il fait plusieurs voyages en URSS et ensuite en Chine. Et c'est quand même une période dont il n'était pas très fier a posteriori, parce que dans des interviews bien postérieures, il a dit qu'en 1954, quand il est revenu du RSS et qu'il a publié dans des journaux français un éloge de la liberté d'expression en URSS, etc., il dit « C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai vraiment menti. » Il l'a reconnu. Où j'ai vraiment menti. Et il justifie en disant je ne savais pas comment me dépêtrer, hein, de ce soutien que j'avais décidé, mais tout en sachant quelle était la réalité. Ce n'est pas une excuse, évidemment, mais enfin bon. Et comme toujours, il faut juger les gens en situation, et voilà quelle était la situation. Alors, en 1956, il rompt tout à fait avec le Parti communiste, et ils vont se détester par après, à cause des événements de Hongrie. Donc, le PC soutenant l'écrasement de la révolte par l'Union soviétique, alors que les temps modernes prennent parti pour les insurgés de Hongrie, donc ceux qui ont voulu revoir le régime communiste sur la base de conseils ouvriers, hein, sur la base de conseils, et Sartre, de plus en plus, théorise en ce sens ce que doit être une organisation globale à la fois de l'économie et de la politique, hein, donc quelque chose de conseilliste en fait. Donc ça date déjà de ce moment-là. En même temps, bon, ah oui, je veux dire, bon, il va continuer à faire des voyages dans des pays socialistes, mais non inféodés, ou du moins tant qu'ils ne sont pas inféodés à l'URSS. Notamment, tout de suite, il soutient la révolution cubaine, mais au début, la révolution cubaine, évidemment, ça renverse un suppôt des États-Unis avec toute la corruption, etc. Donc, c'est très enthousiasmant au départ. Il va s'en distancer d'ailleurs dès qu'il y aura persécution d'intellectuels, etc. La Yougoslavie, oui, la Yougoslavie, Tito essaye de faire autre chose qu'il appelle d'ailleurs autogestionnaire. Alors bon, jusqu'à quel point, etc. Bon. Bref, il est curieux de tout ce qui se fait, de tout ce qui se crée de socialiste, parce qu'il veut aller dans ce sens. Et puis, les années 50, c'est aussi la guerre d'Algérie. Alors tout de suite, bien sûr, Sartre, il est totalement anticolonialiste, donc il est totalement pour l'indépendance de l'Algérie, pour le droit des peuples à l'autodétermination. Et notamment en 1955, il fait partie du comité d'action des intellectuels contre la guerre. En 1958, il proteste contre la censure du livre d'Henri Halleck, La Question, donc qui dénonçait la torture exercée par l'armée française. Et en 1960, il signe le manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission, donc pour le droit de refuser d'aller combattre pour la France en Algérie. Donc, en fait, il a pris énormément de positions comme ça. Et il avait un poids, comme il avait une grande notoriété, il avait un poids. Quand un article dans un journal, quand une tribune, quand une émission de radio est portée par Sartre, évidemment, ça a plus de poids. Et il voulait utiliser cette notoriété dans le sens qu'il estimait utile. Alors, en 1957, on arrive à notre ouvrage principal, puisque Sartre publie « Question de méthode », qui sera la première partie, la partie introductive
de la critique de la raison dialectique. C'est d'abord publié dans les temps modernes. Donc on en reparlera évidemment amplement. En 1958, il prend position contre la Ve République, donc c'est le fameux référendum de Gaulle, pour savoir si on veut de la nouvelle constitution de la Ve République. Alors il prend parti bien clairement, bien radicalement, avec 2 articles qui paraissent dans l'Express, donc pour inciter à dire non. L'un s'appelle « La Constitution du mépris » et l'autre s'appelle « Les grenouilles qui demandent un roi ». Et donc je n'ai pas résisté au plaisir d'écrire une petite phrase « On ne tire pas un pays de son impuissance en confiant la toute-puissance à un seul homme ». Donc voilà ce dont on doit toujours se souvenir, je pense, quand on pense à la Ve République. Donc évidemment, quand je vous dis il y a de l'actualité dans ce que dit Sartre, ben oui. En 1960, donc, paraît le premier tome de la critique de la raison dialectique, et tout de suite après, il se met à la rédaction du second tome, mais qu'il ne va pas achever. Il voudra, il le reprendra, il y retravaillera très régulièrement jusqu'à sa mort, mais il n'arrivera pas tout à fait à l'achever. Mais c'est quand même, alors le second tome, c'est quand même une brique de plusieurs centaines de pages. Hein. Rassurez-vous, on aura de la matière. En 1964, c'est bien connu que Sartre refuse le prix Nobel de littérature. Les raisons pour lesquelles il le refuse, c'est principalement que, en fait, c'est des raisons qui sont de nouveau tout à fait liées à sa philosophie, tout à fait en cohérence avec la totalité de la personne. C'est qu'il estime que on ne peut pas couronner une œuvre avant qu'elle soit achevée, et si on remet un prix à une personne pour toute son œuvre, c'est comme si on achevait cette personne, en fait. C'est comme si on disait, bon, maintenant, tu n'as plus rien à faire, hein, tu es fini. C'est comme s'il était déjà mort, qu'il n'allait plus rien faire, qu'on ne devait plus rien attendre de lui. Donc, c'est faire d'une personne une institution. Hein, donc, il disait, je refuse qu'on fasse de moi une institution, c'est-à-dire quelque chose de achevé, hein, institué, achevé, et qui n'a plus, justement, à se développer. Et il dit, une fois qu'on a le prix Nobel, on ne s'arrête pas d'être écrivain ou penseur, on continue. Donc, ce n'est qu'à la fin de la vie de quelqu'un, ce n'est que quand cette vie est achevée qu'on peut juger la totalité de cette vie, ce qu'elle a été, parce qu'elle ne va plus changer. On ne peut juger que le passé, en somme. On ne peut pas juger quelque chose en train de se faire. Donc c'est tout à fait cohérent, en fait. Bon, alors en plus, il y a aussi une raison politique qui est l'inégalité avec laquelle le jury du Nobel traite les écrivains de l'Est et de l'Ouest, hein, de nouveau un effet de la guerre froide. Ou du côté de l'Est, comment le jury traite les dissidents de l'Est ou les écrivains institués. Bon. Alors en 1967, il est président du tribunal Russell, donc de Bertrand Russell, contre les crimes de guerre américains au Vietnam. Ce tribunal aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un tribunal qui est évidemment sans aucun pouvoir, sans aucun statut juridique, mais qui s'instaure comme un tribunal des peuples. Un tribunal des peuples contre les États qui ne respectent pas leurs propres droits. C'est même pas les États qui ne respecteraient pas une autre légitimité que le droit. C'est même que les États ne respectent pas leur droit international qu'ils ont eux-mêmes institué. Donc, puisqu'ils ne le respectent pas et qu'aucun tribunal institué ne vient le leur reprocher de ne pas respecter le droit international, eh bien, il faut que les peuples le fassent. Donc, ce tribunal a un effet symbolique. Il a un effet d'autant plus symbolique, évidemment, que des personnes particulièrement connues, respectées, admirées en font partie. Donc ça a un poids d'instruire de cette manière et de condamner des crimes de guerre. Arrive mai 68 et Sartre est tout à fait enthousiasmé par le mouvement. Il essaye d'y participer, il interpelle, il discute, il s'enquiert, il essaye d'apprendre de tous ces jeunes militants qui le débordent de toutes parts, mais en fait lui-même est assez peu sollicité. Je veux dire, c'est pas un mouvement qui se réfère énormément à Sartre. Il est déjà d'une génération précédente, en fait, pour ceux qui sont au cœur du mouvement. Il n'empêche que Sartre va, dans les années qui suivent, énormément favoriser et faire beaucoup pour les idées qui viennent de 68, et en particulier pour les idées libertaires. On a Sartre qui devient de plus en plus libertaire dans ses positions politiques, en particulier, et aussi paradoxalement que ça puisse paraître à première vue, en particulier quand il se rapproche des maoïstes. Donc, en 71, des maoïstes qui
publie le journal La Cause du Peuple, viennent demander à Sartre de bien vouloir accepter d'être directeur du journal. Bon, directeur, ça veut dire juste responsable, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on écrit, qu'on est actif dedans, mais on est responsable. Et il se fait que les 2 directeurs précédents de La Cause du Peuple avaient été arrêtés et condamnés pour des matières parues dans le journal. Donc on risquait beaucoup en devenant directeur de journal. Et Sartre accepte de devenir directeur de ce journal en disant justement « moi, on ne va pas me condamner ». Il paraît que De Gaulle aurait dit « on ne condamne pas Voltaire ». Donc il était protégé, de nouveau était protégé par sa notoriété, et c'est pour ça qu'il accepte en disant tout de suite « je ne suis pas Mao, je ne suis pas d'accord avec eux, mais je le fais pour que ce journal continue à vivre ». Parce qu'il était constamment saisi, interdit, etc. Donc ce journal doit continuer à vivre. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas d'accord avec ses contenus en tout cas viennent du peuple. C'est-à-dire que c'était un journal qui avait été fondé pour être écrit par des travailleurs et de préférence en lutte. C'était un journal pour échanger sur des luttes, pour que tout le monde se mette au courant réciproquement des luttes que chacun faisait et pour que donc des interactions, des solidarités puissent s'établir. Donc il disait c'est infiniment précieux, un journal de ce type-là, ça doit survivre. Et en fait, il n'était pas d'accord avec les Mao, principalement parce que les Mao étaient un petit groupuscule extrêmement hiérarchisé, avec un projet plutôt autoritaire, vertical, d'avant-garde, fermé, et donc tout ce que Sartre ne voulait absolument pas. Et en fait, il est arrivé, enfin en tout cas c'est ce qu'il raconte, qu'il est arrivé en discutant avec les militants de La Cause du Peuple, il est arrivé en fait à les faire évoluer sur ce point. Notamment Pierre Victor, qui va être quelqu'un qui compte beaucoup pour les dernières années de Sartre, donc un des militants là qui a été le plus proche de lui dans ces dernières années, et qui effectivement revoit un petit peu la doctrine et le sens du combat maoïste. Bon. Il participe aussi, au tout début des années 70, à la fondation de l'agence de presse Libération et au journal Libération, qui, là aussi, avait pour principe de prendre l'information chez ceux qui sont en train de faire les événements, donc une agence de presse qui ne passe pas par le filtre de diverses institutions et idéologies, etc. Bon. Au départ, c'était ça, le journal Libération, c'était un journal collectif, en fait, qui devait être écrit par des non-professionnels, etc. Et puis, donc par ailleurs, il a travaillé aussi pendant tout ce temps à L'idiot de la famille, donc à son gros ouvrage sur Flaubert, qui, à nouveau, donc n'est pas une étude littéraire, mais lui permet de faire le point sur toute cette société bourgeoise du XIXe siècle qui l'intrigue beaucoup, qui le passionne beaucoup, et donc sur ce parcours d'un individu en interaction avec ce type de société bourgeoise. Et alors, en 1974, je vais bientôt terminer et on passera à la discussion, pareil encore, On a raison de se révolter, qui est un ouvrage d'entretien avec donc 2 membres du groupe des maoïstes, Philippe Gavy et Pierre Victor. Et cet article parle particulièrement de l'auto-organisation des travailleurs, en prenant exemple sur les fameuses usines LIP qui s'étaient mises en autogestion et qui étaient vraiment un exemple qui provoquait un engouement énorme et une sorte de désir de faire comme eux. Et puis aussi, en intégrant les nouvelles formes de lutte, parce qu'au début, donc dans l'après 68, début des années 70, on a aussi toute une série d'autres mouvements de lutte qui viennent s'agréger à la lutte des classes économiques. On a le mouvement de libération des femmes, bien sûr. Alors, vous savez que Simone de Beauvoir était vraiment une des figures les plus actives de ce mouvement. Mais Sartre aussi a totalement soutenu ce mouvement de libération des femmes. Il y a le mouvement des homosexuels qui est très très actif à ce moment-là aussi. Et puis une série de luttes de ce type-là qui ont l'air d'être partielles, mais que Sartre justement estime être aussi importantes que la lutte économique. Et parce que ce qui importe, c'est de se délivrer de toute exploitation, de toute domination, et par conséquent, on ne va pas s'attaquer à une domination en laissant régner les autres, ou voire en la remplaçant par une autre. C'est un tout. Donc voilà comment aussi il évolue, et notamment en essigne
sa position en 1973 lors d'élections législatives, sa position dans l'article « Élection Péjacon ». C'est un slogan qui date de 68 aussi, mais Sartre vraiment dit, alors je cite, que la démocratie indirecte est une mystification. Alors ça, c'est tout de même assez radical. Donc vraiment, il prône la démocratie directe, c'est le seul type qui ne soit pas, de démocratie qui ne soit pas une mystification. Et non seulement il appelle à ne pas voter, ça c'est l'objet principal de son article, il appelle à ne pas voter, mais il dit mais ça ne suffit pas de ne pas voter parce que être abstentionniste, c'est encore entrer dans le cadre, de bon, ben, il y a les élections et c'est ça qui met au pouvoir ce qui va décider de nos vies désormais. Donc il dit ça ne suffit pas, mais il faut en plus lutter pour, je cite de nouveau une phrase, en tentant chacun selon ses ressources d'organiser le vaste mouvement anti-hiérarchique qui conteste partout les institutions. Et alors ça aussi, aujourd'hui 10 septembre, j'avais envie de dire cette phrase parce qu'on y est. Sa dernière apparition, son dernier combat public, c'est en 1979, quand il soutient l'accueil des boat people vietnamiens et que, alors on pourrait dire ironie de l'histoire, il retrouve Raymond Aron. Ils se trouvent ensemble dans ce soutien à cet accueil. Et en fait, ce n'est pas vraiment une ironie de l'histoire parce qu'en fait, il ne s'est jamais agi dans les luttes qu'a soutenues Sartre, il ne s'est jamais agi de quelque chose de sectaire. Ça a toujours été en fonction de la situation, où sont les opprimés, où sont ceux qui ont une volonté et une puissance de renverser une oppression, et donc dans quel sens je vais m'inscrire, ça sera dans ceux qui renversent une oppression. Et là, c'est pareil. Donc, ça n'est pas étonnant, d'après tout ce parcours, qu'une personne change d'orientation au cours de décennies de vie. Ça n'est pas étonnant, c'est le contraire qui serait étonnant. Parce que l'important n'est pas d'avoir toujours le même principe, la même ligne et la même action. L'important est de savoir saisir la situation et de savoir comment, dans chaque situation, il faut réagir. Dire quelles sont les forces en présence, quels sont les possibles, évaluer où ce sera le plus utile, mais toujours en gardant, évidemment, le même but, hein, la même finalité ultime, qui est la libération. Et donc, je termine en disant ça, qui a été sa finalité à la fois en philosophie et en politique, c'est de toujours œuvrer pour la liberté. Et donc maintenant, je vous donne la parole. Merci. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi Sartre et Camus, à un moment donné, ont eu ce déchirement. Voilà, c'est un peu abrupt, mais je voudrais savoir le pourquoi. D'autant que, justement, j'ai une question corollaire. Moi, je trouvais que certaines réflexions, certaines parties de la philosophie de la réflexion de Sartre est assez proche de celle de Camus avec la philosophie de l'absurde, et on peut imaginer un Sisyphe heureux. Enfin, tel que c'était évoqué là, je trouvais qu'il y avait des rapports assez forts, donc pour moi ça me paraissait d'autant plus paradoxal ce que tu disais là. Enfin, alors est-ce qu'il y a eu une rupture avant, après, ou même ne serait-ce que l'inspiration, est-ce que tous les deux, enfin, cette réflexion là sur trouver une liberté dans ou une satisfaction dans la douleur, c'est dit rapidement en tout cas, faire ce travail là sur produire sa propre liberté, etc. Bon, de deux manières différentes, on peut le voir émerger. Et est-ce que aussi, donc, l'un lequel influence l'autre, ou peut-être que ça a émergé au même moment, enfin, quel était le rapport, et voilà, et après, qu'est-ce qui peut expliquer une rupture, en tout cas une tension, alors que c'est assez proche, enfin, il y a des gros points communs, quoi. Alors effectivement, philosophiquement, ils sont assez proches, hein, sinon on peut dire que l'ontologie de Sartre dans L'être et le néant va beaucoup plus profondément dans le côté conceptuel, hein, et tout le bagage de la phénoménologie, etc., que ne fait pas Camus. Mais en fait, il se retrouve sur la notion d'absurde, parce que chez Sartre, ça s'appelle surtout la facticité ou la contingence, c'est-à-dire le fait que on vit là pour rien, hein, on est là sur Terre pour rien. Il n'y a pas un sens extérieur qui vient guider nos vies, qui vient nous dire, qui vient donner un sens, qui vient nous dire pourquoi on est là ou comment on doit être là au mieux. Donc on a tout à construire. Et chez Camus, c'est la même chose. L'absurde, c'est la même chose. On est jeté là, ça n'a aucun sens. Et donc,
on a à se créer nos propres valeurs. Bon. Donc en ça, ils sont tout à fait proches. Ils ont été très camarades vers la fin de la guerre et les années d'après-guerre. Ils ont été très camarades, ils ont été très proches dans le journal Combat. Après, donc la rupture, je dirais, elle a eu lieu un peu pour une raison idiote, en fait. C'est que Camus avait écrit L'homme révolté et Francis Janson a écrit, donc, qui était assez proche de Sartre, a écrit dans les temps modernes une critique très négative de L'homme révolté. Et Camus, au lieu de répondre à Janson, et au lieu de répondre à un article, comme ça se faisait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges dans les temps modernes comme ça, où l'un écrivait un truc un peu dur, l'autre lui répondait, on argumentait. Donc ça se faisait des dialogues dans la revue. Donc il aurait pu le faire. Au lieu de faire ça, il a écrit une lettre à Sartre en tant que directeur de la revue. Et donc il a écrit beaucoup de reproches sur les positions politiques de Sartre. Et c'est vrai que là, sur les positions politiques, à partir du moment où Sartre s'est rapproché du Parti communiste, Camus ne pouvait que le désapprouver totalement. Camus était très anti-communiste, autoritaire, parce qu'il était beaucoup plus libertaire, beaucoup plus tôt que Sartre, en fait. Donc il pouvait forcément que le désapprouver. Et c'est un peu ça qui a... Alors le déclencheur, ça a été cette critique par Janson, mais en fait, sans doute que le feu couvait sous la cendre, à cause de ce désaccord sur la proximité à ce moment-là de Sartre avec le PC, son soutien à l'URSS, etc. Donc là, il y a une grosse divergence politique de toute façon. Mais je dirais, sans cette étincelle de l'article de Janson, ils auraient pu continuer à s'estimer sur d'autres plans, tout en étant en désaccord, puisque Sartre a pu continuer à parler avec Raymond Aron. Bon, ils auraient pu se retrouver sur d'autres plans. Bon, voilà. Je pense. Moi, j'ai une question sur la dépossession. La dépossession, à l'époque, elle se dit en termes surtout de déposséder des moyens matériels, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai entendu dans les médias, dans les discours, dans les manifestations, ou avec mes étudiants aujourd'hui, c'est qu'il y a une dépossession simplement du sentiment de pouvoir décider, de pouvoir participer aux choix politiques, à l'organisation de la société, une dépossession du politique, en fait. Je ne sais pas si c'est un changement ou si c'est déjà quelque chose qu'il traite à l'époque, mais avec il y a un épuisement justement de la Ve République. C'est intéressant ce qu'il a dit sur De Gaulle. Aujourd'hui, on voit bien ça, le pouvoir incroyable qui est dans les mains d'un seul homme. Oui, alors c'est... Bon, Sartre... Il n'a jamais totalement, enfin il n'a jamais du tout d'ailleurs adhéré à l'idée que c'est l'économie qui fait tout et que donc ce qui est important c'est la propriété privée des moyens de production. Il a dit oui bien sûr il faut changer, il faut abolir la propriété privée des moyens de production, mais c'est pas ça qui va changer tout. Et justement il montre des exemples où on pourrait très bien abolir ça et puis se trouver quand même dans un régime dictatorial. Donc justement, il faut traiter aussi le problème politique à part. Et c'est pour ça que les deux dépossessions, elles doivent être traitées chacune à sa manière. C'est-à-dire donc d'un côté par un changement du régime de la propriété, mais de l'autre côté par un changement du régime politique. C'est-à-dire justement passer, comme il le dit, d'une démocratie indirecte à une démocratie directe. Ce sont deux choses, en fait, qui peuvent être indépendantes l'une de l'autre. Donc, contrairement à l'idée marxiste que, quand même, le soubassement économique crée la structure politique qui lui convient. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que le capitalisme, il profite de l'État tel qu'il est. C'est sûr que l'État tel qu'il est construit à partir de la fin de l'Ancien Régime, l'État moderne, c'est un État qui favorise depuis le début le capitalisme. C'est un État justement qui protège la propriété privée, qui organise la production par la propriété privée, qui protège les transactions financières, etc. Et puis qui encadre le salariat, c'est-à-dire l'exploitation, soyons clairs, de telle manière justement qu'il maintient toujours une population suffisante pour que le capital puisse l'utiliser. C'est ça en fait. L'État redistributeur, ça n'a jamais été que ça n'a jamais été que protéger un minimum les populations pour qu'il continue à y en avoir, quoi. Donc, oui, là on peut dire que l'État moderne
est lié à cette organisation économique, mais ça pourrait être autrement, en fait. Donc on pourrait très bien abolir l'une des dépossessions sans abolir l'autre. En fait. Donc il faut les traiter toutes les deux. Oui, Nathan. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler au cours des séances suivantes, donc si jamais c'est le cas, ne me réponds pas maintenant, mais j'étais curieux de savoir comment tu préciserais la manière dont il articule le déterminisme du matérialisme et la liberté, la contingence de l'existentialisme. Tu l'as évoqué un peu rapidement quand tu parlais de l'existentialisme et d'un humanisme, et ça, bon, c'est un peu... Enfin, on a peut-être cette idée un peu rapide en tête, mais je trouve que c'est toujours assez compliqué de voir précisément comment ça fait cette articulation. Absolument, absolument. Et en fait, ça, c'est au cœur de cet article « Matérialisme et révolution ». C'est vraiment là que se développe complètement cette conciliation, enfin la première étape, première ébauche de cette conciliation, et aussi de ce qui est inconciliable, et aussi la remarque de ce qui est inconciliable. Donc, en fait, sur matérialisme et révolution, donc je vous rappelle que ça fait partie en fait de ces œuvres de l'immédiate après-guerre qui constituent une forme de transition de Sartre vers sa deuxième œuvre philosophique, celle qui va nous occuper. Et donc, dans cet article-là, Sartre fait la part entre tous les défauts théoriques qu'il trouve dans le marxisme, donc ce déterminisme, ce matérialisme, et par ailleurs aussi toute l'utilité pratique qu'il accorde au marxisme par l'intermédiaire des partis communistes ou des organisations de travailleurs, etc. Donc, il fait la part des deux, il sépare les deux. Et donc, du côté de sa critique théorique, il commence par dire que le matérialisme dialectique, c'est une expression impossible, c'est une expression contradictoire, parce que la matière ne se transforme pas de manière dialectique. Et donc ça réfute Engels, Engels qui avait estimé qu'il y avait une dialectique de la nature. C'est-à-dire Engels avait repris toute la théorie, toutes sortes de théories, à la fois physiques et darwinienne et biologique, l'évolution darwinienne, en montrant qu'on pouvait la comprendre comme un mouvement dialectique. Et Sartre dit, ça ne marche pas du tout, c'est une mécompréhension totale de la notion de dialectique. En fait, la causalité qui est à l'œuvre dans la matière, dans la nature, c'est une causalité, comme je disais tout à l'heure, linéaire, mécanique, où l'état précédent permet de définir entièrement l'état suivant, etc. Et ce n'est pas du tout dialectique. Donc, matérialisme dialectique, il trouve que ça ne tient pas du tout. Et oui, alors je vous avais mis un texte, là, c'est le premier texte que vous avez sur votre document. On peut regarder ça. Il dit que seule l'histoire, dans ce traité, il dit que seule l'histoire humaine peut être dialectique, car elle est définie par la reprise intentionnelle du passé par le présent. Donc, au contraire d'une causalité où l'étape passée commande entièrement l'étape présente, eh bien, dans l'histoire ou dans l'action humaine, le passé doit être repris intentionnellement. C'est-à-dire que si mon passé, effectivement, donc que ce soit pour un individu ou pour une société tout entière, si le passé, effectivement, doit être pris en compte, parce qu'il a installé des choses qui ne seront pas défaites, qu'on ne pourra jamais faire comme si elles n'avaient jamais existé, mais il n'empêche que ce passé, chaque fois qu'on agit, en tant qu'individu ou en tant que groupe, ce sera en le reprenant pour le transformer vers notre objet futur. Autrement dit, on va le travestir, ce passé, on va le réinterpréter, on va aller chercher dedans ce qui nous intéresse et rejeter ce qu'on ne veut pas. Donc, ce n'est pas le passé en tant que tel qui va influencer l'action du présent vers le futur, c'est un passé complètement revu et réinterprété en fonction de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est très précis.
Donc ça, c'est vraiment une réponse fondée sur sa philosophie. Déjà, dans les carnets de la drôle de guerre, il avait écrit aussi « Il n'y a histoire que lorsqu'il y a assomption du passé et non pure action causale de celui-ci. » C'est une autre manière de dire la même chose. Et donc, les causes d'un événement historique ne sont pas directes, mais passent par les finalités des agents. Et alors là, il donne aussi un exemple intéressant, c'est que quand un historien, alors ça l'intéresse beaucoup comment les historiens expliquent les événements historiques. Donc, quand un historien dit la Commune de Paris, par exemple, elle s'explique par la famine, la défaite de la France devant la Prusse et le fédéralisme proudhonien. Alors tous les deux, ils se distribuent chacun selon un temps, un des trois temps. La famine, c'est la causalité du passé qui pousse derrière, c'est-à-dire on est poussé effectivement par cette souffrance répétée des famines multiples qu'on subit avec qui n'ont pas été supprimées avec la Révolution française. La défaite de la Prusse, c'est l'occasion présente. Il se fait que cette défaite a permis un certain vide de pouvoir. Donc c'est une occasion. Et le fédéralisme proudhonien, c'était un modèle qui était un modèle de société alternative, d'organisation à la fois économique et politique alternative, qui était assez bien invoqué, sans doute pas le seul, mais qui était assez bien invoqué par, disons, le peuple artisan. C'est un modèle qui convient tout à fait au peuple artisan, aux petits paysans. Et donc, en fait, si on mettait tout ça ensemble, un historien classique pourrait dire voilà les trois causes réunies de la Commune de Paris. Mais Sartre dit ces trois causes réunies ne vont jamais faire l'effectivité de la commune, c'est-à-dire les actions qu'ont effectivement entreprises les acteurs de la commune, s'il n'y a pas en fait une conscience qui les met ensemble, s'il n'y a pas une conscience qui dit voilà ce que je ne veux plus, voilà l'occasion et voilà ce que je veux et donc j'utilise les moyens à ma disposition pour obtenir ce que je veux. Il faut ce qui est important finalement, ce qui est déterminant, ce qui est la causalité essentielle, c'est celle c'est celle qui vise un but, donc c'est la liberté, quoi. Bon, et ça évidemment, par conséquent, un déterminisme est incapable de rendre compte de ça. Un déterminisme, il dirait seulement, il y a telle cause, telle cause, telle cause, et c'est comme si ces causes agissaient toutes seules. Mais ces causes, dit Sartre, n'agissent pas toutes seules. Alors, dans leur usage aussi du terme dialectique, Marx et Engels ne sont pas toujours fidèles à Hegel. Et en fait, ça leur arrive assez souvent d'utiliser dialectique dans un autre sens que celui de Hegel, donc dans un sens plus large, moins technique, qui sème des confusions, qui sème de la confusion et qui leur permet éventuellement de dire matérialisme dialectique. En fait, cet usage consiste à dire que une relation entre deux termes est dialectique quand elle est réciproque et d'interdépendance. Donc, si je dis l'individu dépend de son milieu et son milieu à son tour dépend de l'individu, ou l'individu influence son milieu et le milieu l'influence réciproquement, en fait, dans un certain usage, Marx et Engels disent c'est une relation dialectique. Et donc, en fait, c'est un usage qui permet de décrire à peu près n'importe quelle relation comme dialectique. Parce qu'il y en a plein des relations de réciprocité ou d'interdépendance. Ceci dépend de cela, mais d'une autre manière, c'est cela qui dépend de ceci. Vous pouvez trouver ça partout, à peu près. Donc ça leur permet aussi, effectivement, de voir de la dialectique partout. Mais Sartre dit, non, en fait, c'est pas ça, le concept rigoureux. Si on veut un concept rigoureux, il manque au minimum deux choses. Il manque, comme je l'ai dit, que les deux termes soient dans un antagonisme tel que ils ne puissent pas tenir ensemble, donc on ne puisse pas maintenir cette réciprocité, justement. Il y a un tel déséquilibre que ça ne tiendra pas, cette réciprocité. Et ensuite, pour que ce soit dialectique, il faut aussi qu'il y ait un dépassement créateur qui crée quelque chose de nouveau qui n'est pas réductible aux entités précédentes. Donc, il n'y a pas ça du tout dans aucune matière, enfin, même l'évolution biologique, c'est toujours le résultat des termes précédents. C'est toujours quelque chose qui se transforme à partir des termes précédents, et les termes précédents suffisent en fait à en rendre compte. Donc voilà encore une réponse. Et
Alors Sartre dit aussi que l'expression matérialisme historique, donc il y a les deux, matérialisme dialectique et matérialisme historique, ne tient pas non plus. Et en fait, elle est justifiée donc par ce dont on a déjà discuté, à savoir par le fait que l'histoire a pour moteur principal des conditions matérielles, donc les conditions économiques, les conditions de la production et la technique. Bon, donc pour répondre à ça, évidemment, il faut se fonder à nouveau sur toute la philosophie de l'action de Sartre, qui dit que, certes, toutes ces conditions matérielles sont extrêmement importantes et fondamentales pour la vie des gens, mais encore une fois, à elles seules, elles ne sont pas agissantes. Elles n'agissent pas en dépit des individus. Elles agissent parce que les individus évaluent leur situation matérielle et souhaitent en réaliser une autre. Et c'est pour ça que ça agit. Donc, en fin de compte, c'est l'individu qui agit et qui fait bouger, même si, effectivement, il réagit toujours par rapport à des conditions matérielles. Donc ça, c'est encore une réponse. Et puis, il dit aussi que on peut satisfaire d'une autre façon intellectuellement certains écueils que veulent éviter Marx et Engels quand ils parlent de matérialisme. Donc, en fait, il y a aussi tout un rapport à Hegel. Marx et Engels considèrent que Hegel est un idéaliste, au sens philosophique du terme. Donc, je vais dire ce que c'est et pourquoi ils le pensent. Mais ils veulent éviter toute dérive vers un idéalisme, et c'est pour ça qu'ils insistent tellement sur la notion de matière. Et on peut découper ça en 3 exigences. Alors, une exigence, c'est de ne pas séparer la théorie et la pratique, de ne pas séparer la pensée et l'action. Donc, eux, ils veulent une pensée, une philosophie qui soit toujours en prise avec le réel concret, avec la vie concrète, et qui ne soit pas pure connaissance. Donc, pour eux, une pensée qui est pure connaissance intellectuelle n'a aucune valeur, enfin, en tout cas, c'est pas du tout ça qu'ils veulent, et donc, ils veulent développer, être toujours en rapport avec la pratique. Et Sartre est d'accord avec ça, en fait. Mais il dit, c'est pas pour ça qu'on doit dire que la pensée est matérielle elle-même. On peut dire qu'effectivement, elle doit toujours être en prise avec le concret, toujours faire l'aller-retour entre le général et le singulier, entre l'abstrait et le concret, d'accord. C'est pour ça que la pensée elle-même est matérielle. Donc, bon, disons que là, c'est pas nécessairement une exigence incontournable. Une deuxième exigence, c'est que pour les marxistes, il faut absolument éviter le vieux dualisme matière-esprit. Mais ce dualisme matière-esprit, il le présente toujours d'une manière très religieuse ou mystique, ou comme ils disent, fantasmagorique ou métaphysique. Ils utilisent toujours des mots très très dépréciateurs comme ça pour dire toute pensée qui distingue d'un côté la matière et de l'autre côté l'esprit. Mais en fait, ils ignorent tous les systèmes philosophiques qui ont montré que l'esprit ou la conscience ou la pensée est d'une autre teneur ontologique que la matière, sans pour autant instaurer un monde supranaturel ou religieux ou divin ou métaphysique d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a la première philosophie qui fait ça, c'est Hegel justement, qu'il prétend avoir bien étudié. Et puis après, bon, là, ils ne sont pas responsables, ils ne la connaissaient pas, mais la phénoménologie fait ça aussi, bien sûr, de montrer comment, en fait, on peut maintenir 2 types d'êtres, l'en-soi et le pour-soi, ou l'en-soi et la conscience, sans réinstaurer du surnaturel, du religieux. Donc, de nouveau, cette crainte qu'ils ont et qui est légitime de ne pas réinstaurer du spirituel au sens mystique, elle peut être contournée d'une autre façon. Il n'y a pas besoin pour autant de dire tout est matière, tout est d'une seule homogénéité, il y a un seul type d'être et il obéit à un seul mouvement. Il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà comment on peut aussi leur répondre. Et troisièmement, pour éviter l'idéalisme philosophique, donc en 2 mots, qu'est-ce que c'est l'idéalisme philosophique? C'est pas du tout la même signification que le sens courant d'idéalisme. Ça signifie une philosophie qui part de la conscience ou de l'esprit et qui dit la seule certitude qu'on ait au départ, c'est la conscience. En fait, ce dont je suis sûre, c'est que je suis consciente de toute une série de choses, de toute une série d'objets, mais je ne suis pas tout à fait sûre, si je veux vraiment l'examiner méthodiquement, je ne suis pas tout à fait sûre que
les objets que je vois, les objets que j'éprouve, toutes les sensations que j'ai, me viennent de quelque chose d'extérieur, indépendant de moi. Je ne peux pas être tout à fait sûre. En fait, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être que je suis en train de rêver, etc. Bon, des trucs classiques. Et donc, l'idéalisme commence par dire ce qui est sûr, c'est les idées. Et puis après, il y a des idéalismes qui s'en tiennent à ça, c'est-à-dire qui disent bon, alors du coup, la seule chose que je vais pouvoir connaître, c'est les contenus de mes idées, mais je ne pourrai pas me prononcer sur ce qui serait éventuellement des causes extérieures de ces contenus. Ah, ça, c'est un peu la prudence kantienne, par exemple, hein, donc faire la distinction entre ce qui m'apparaît, je peux dire que ça existe en tant que ça m'apparaît, mais quant à dire que, indépendamment de moi, c'est aussi quelque chose en soi, je ne peux rien dire. Bon. Mais, donc ça, on peut s'en tenir à ça, ou alors on peut dire, au contraire, à partir même de cette certitude première qui est la conscience, les représentations, les pensées, on peut reconstruire tout le reste. Et c'est ce que fait la phénoménologie, c'est ça, son grand apport à la philosophie, c'est d'être arrivé à reconstruire l'existence de l'en-soi indépendamment de la conscience. Bon, ça, je ne peux pas dire maintenant comment ils le font, mais je vous renvoie au cycle précédent aussi. Et qu'est-ce que c'est le réalisme en philosophie? Parce que ça, c'est l'écueil opposé. Le réalisme en philosophie, c'est de, au contraire, considérer comme le plus certain le monde dans lequel on est, le monde qui nous a l'air tellement qui est notre réalité évidente depuis qu'on a ouvert les yeux sur lui. Et donc, considérer que le plus sûr, c'est ça. Et se dire donc que toute connaissance que nous pouvons avoir de ce monde, elle doit être en adéquation le plus possible avec ce monde. Elle doit atteindre la vérité de ce monde, mais qui est en lui, qui est à l'extérieur de nous. Donc. Et donc, la connaissance, à ce moment-là, ça devrait être le reflet le plus fidèle possible du monde. Et donc, ça débouche en général sur des méthodes empiriques de connaissance. Hein, empiriques, donc par l'observation, éventuellement un peu améliorées par des instruments. Et ça, c'est l'attitude dans laquelle on baigne le plus souvent, mais qui ne tient pas philosophiquement, parce que philosophiquement, on dit, mais qu'est-ce qui vous dit que ce qui est le plus sûr, c'est le monde, hein? Qu'est-ce qui vous dit qu'il était là avant vous? C'est une reconstitution, ça, de savoir que l'univers était là avant nous, etc. Bon. Enfin bref, il y a beaucoup d'objections contre le réalisme. Et donc, si on veut éviter ces deux écueils, encore une fois, Sartre dit il y a des philosophies qui ont réussi à le faire, et on n'a pas besoin pour autant, à nouveau, de considérer que tout est matériel et que la condition de la relation entre le sujet et l'objet, c'est que tout soit matériel. C'est pas nécessaire. Donc voilà de nouveau encore un élément de réponse. Oui, c'est à peu près tout, je pense, de la manière dont il répond. Et donc, comme ça, en fait, je vous ai quand même déjà présenté matérialisme. Ah non, c'est pas tout. En fait, ça, c'est pour matérialisme, c'est le côté matérialisme, et c'est ce qui répond à la question de Vincent. Mais il y a la deuxième partie du titre qui est Irrévolution. Et en fait, c'est là que Sartre dit « Il n'empêche que le marxisme, avec tous ses défauts théoriques, il est quand même très utile et même incontournable pour notre époque, parce que c'est le seul qui est en adéquation avec l'aspiration révolutionnaire du peuple pour le moment. » Et donc là aussi, je vous avais mis un texte, que je le retrouve. Oui, c'est le texte 2, là. « Il est certain que le matérialisme est aujourd'hui la philosophie du prolétariat. Le matérialisme est la philosophie du prolétariat, dans la mesure exacte où le prolétariat est révolutionnaire. » Donc c'est parce que le prolétariat est révolutionnaire, il se dirige vers le parti, le courant de pensée qui est révolutionnaire, et c'est le matérialisme. Il se fait que c'est le matérialisme. Cette doctrine austère et menteuse, elle se trompe quoi, hein, porte les espoirs les plus ardents et les plus purs. Cette théorie, qui nie radicalement la liberté de l'homme, hein, par son déterminisme, est devenue l'instrument de sa libération la plus radicale. Et donc c'est paradoxal, en fait, hein, que ce soit l'instrument de la libération, une doctrine qui nie la liberté. Mais en dépit de ce côté paradoxal, c'est la doctrine qui est révolutionnaire en ce moment, parce qu'elle correspond à cet élan, à cette volonté de changement, et donc il faut néanmoins l'appuyer pour cette raison-là, pour son utilité pratique. Et donc, Sartre affirme là effectivement son désir de changement radical, d'appuyer une révolution, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il propose
de faire une sorte de complémentarité entre le marxisme, non pas en tant que matérialiste théorique, ça c'est une erreur, mais en tant que révolutionnaire, en tant que libérateur, en tant qu'émancipateur. Une fusion donc entre ça et sa philosophie à lui, à savoir la philosophie de l'existence, qui corrige les erreurs théoriques du matérialisme. Et voilà. Et c'est ça sa proposition. Et cette proposition, donc, elle se trouve depuis ce texte de 46, c'est ça, jusque dans la critique de la raison dialectique. Ce sera toujours un développement de plus en plus étoffé de cette proposition. Oui ? Ouais. Comment reprendre intentionnellement le passé pour aller vers l'avenir que nous désirons ? Sans mettre en avant les interprétations possibles qui pourraient être utilisées dans des sens contraires. C'est-à-dire il faut faire très attention, me semble-t-il, à la notion d'interprétation. Parce que l'interprétation, ça a quelquefois des enjeux qui sont contre la réalité, la vérité. Tu veux dire en histoire, ne pas perdre le fait ? Oui, ne pas perdre le fait. Mais par rapport à l'histoire, en fait, il y a le factuel, il y a les faits. Telle date, c'est pas fait. Mais est-ce qu'en fait, au bout du compte, on ne doit pas accepter qu'il n'y a pas de vérité? Il n'y a pas de vérité. On le voit, parce qu'il y a une vérité qui est dictée comme telle à un moment donné. En fait, c'est presque Orwell, c'est orwellien l'histoire, de réinterpréter tout le temps l'histoire. Et tout le monde le fait. Et donc, accepter à un moment le postulat qu'il n'y ait pas de vérité historique absolue. On le voit bien maintenant, par exemple, sur certains sujets qui ont été... on prend par exemple l'histoire du nazisme, par exemple, qui en ce moment fait partie est l'objet d'une très vaste réinterprétation, notamment par une école française. Il y a des historiens français qui sont très très pointus là, sur le sujet, et on se rend compte qu'on nous a... moi, je fais partie de la génération qui a été élevée avec nuit et brouillard, etc. Donc, on regardait ça au lycée, et on partait avec cette idée de la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands, etc. En fait, après la guerre, on nous a servi quand même une réalité qui était extrêmement arrangée par le pouvoir politique. De Gaulle, et pour la construction de l'Europe, pour le bien de la construction de l'Europe, on nous a servi une réalité qu'on démonte maintenant pièce par pièce. Et donc, accepter à un moment que la vérité historique n'existe pas. Il y a des faits qui sont avérés, des événements qui sont avérés, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une vérité historique? Dans le sens où on veut expliquer, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, la commune par 3 faits. Est-ce qu'on peut... Non, je pense que c'est très complexe d'accepter ce genre de vérité. Parce qu'on va se rendre compte, d'ailleurs, c'est pas forcément de la volonté ou la mauvaise foi des historiens, c'est qu'on en découvre tous les jours. Et donc, automatiquement, il suffit de découvrir quelque chose de nouveau, et on va être amené à revoir complètement le raisonnement qu'on avait créé quelques années auparavant. Oui, alors votre question, elle est centrale parce qu'elle ouvre en fait à toute la suite, à toute la question justement qui est traitée dans cet ouvrage de Sartre. C'est la question de est-ce qu'il y a une vérité de l'histoire au sens d'une intelligibilité globale de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il faut quand même distinguer entre plusieurs sens de la vérité. Une vérité factuelle, il y en a. C'est-à-dire, il s'est passé telle chose à tel moment. Oui, mais ça, c'est quand même déjà une vérité. Il y a déjà une vérité factuelle. C'est l'interprétation. Et c'est vrai que c'est... Oui, voilà. Et donc, la question après, c'est quand on essaye d'expliquer cette vérité factuelle, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'un tel a fait ça, pourquoi est-ce que les autres ont laissé faire ça, et comment se sont faites toutes les interactions, comment ça se fait que, par exemple, une action qui avait pour but de faire ça a été déviée et n'a pas fait ça. Et donc, en fait, toutes ces questions-là qui essayent de comprendre toute la complexité, justement, autour des faits, on ne fait que se poser la question de savoir si elles peuvent être rassemblées dans une totalisation, c'est là que le mot est vraiment important, dans une totalisation
qui en rendent compte de manière tout à fait rationnelle et tout à fait intelligible. Alors, ça veut dire, cette totalisation, le mot totalisation, justement, veut dire que c'est un mouvement constamment en train de se faire. Autrement dit, ce que vous disiez, on en découvre tous les jours, ça correspond tout à fait à cette idée-là qui est, on n'arrêtera jamais de continuer à totaliser, c'est-à-dire d'intégrer des nouveaux renseignements ou des nouvelles interprétations ou des nouveaux points de vue, perspectives, etc., dans ce qu'on connaît déjà. Mais ça ne veut pas dire que systématiquement, ce qui était vrai deviendra faux et réciproquement. C'est pas binaire. Ça veut dire simplement qu'on va enrichir notre vérité ou notre vérité partielle sur les choses, on va l'enrichir progressivement d'interprétations de plus en plus pointues ou des aliénés, étant donné toutes les aliénations, etc. Donc en fait, oui, il est d'accord avec vous, au fond, en disant il y a un mouvement infini d'approfondissement et de complexification, mais l'important, c'est de savoir si malgré tout, toutes ces relations sont intelligibles. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui fait leur caractère intelligible? Et c'est là que je relie à la thèse principale que j'ai présentée aujourd'hui, c'est ce qui relie tous ces multiples facteurs, tous ces multiples éléments qui interviennent dans un fait historique, c'est le point de vue des acteurs. C'est toujours le point de vue des acteurs. Et donc, il faut comprendre les acteurs. D'ailleurs, il dit à un certain moment qu'il fait une histoire compréhensive, comme il y a eu aussi une sociologie compréhensive, de Max Weber, par exemple. C'est toujours cette idée qu'il faut se mettre à l'intérieur des personnes dans la situation où elles étaient, et alors on comprendra. C'est elles qui font la synthèse, en fait, de tout ça. Mais encore une fois, d'accord avec vous, au sens que Sartre dira comme vous, il n'y a pas de vérité achevée de l'histoire. Il y aura une vérité achevée quand l'humanité se sera éteinte. Mais il n'y aura plus personne pour la faire. Ce qui est dangereux, effectivement, il y a des gens qui remettent en question, mais il faut avoir la capacité de remettre en question l'enseignement. Ça, c'est très dangereux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en fais partie aussi, sur certains points, je suis resté à ce que j'ai appris, et qui se sclérosent dans cette connaissance en pensant que c'est une vérité, et c'est extrêmement dangereux. Parce que si la personne n'a pas le courage ou l'envie ou la curiosité de se tenir au courant, de rematricer ses connaissances, on peut tomber dans une sclérose historique qui est très dangereuse. Absolument, et c'est vrai qu'on pourrait plaider pour un système d'études tout au long de la vie, d'interruption de carrière pour se remettre à étudier, pour avoir le temps ne fût-ce que parce qu'il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement des connaissances, enfin il y a une adjonction de nouvelles connaissances constamment, mais aussi parce que les perspectives, les points de vue changent et que on voit différemment même les mêmes matières, quoi. Tout à fait, c'est clair. Il y a également des interrogations, oui, je dirais plutôt. Faire très attention. Tu veux dire pas des points de vue, pas des perspectives? Oui, enfin, si, on peut dire on se place à telle position pour, mais je crois que peut-être que de se placer dans une position différente, il faut poser les questions sur le même fait, mais il faut être très très attention sur justement ce point de vue. Parce que le point de vue, il est aussi situé dans un contexte, etc. Donc il faut justifier ce point de vue. Voilà, c'est plus complexe que ça. C'est ça, en fait, il y a une historicité de l'historien lui-même, c'est-à-dire l'historien lui-même est pris dans une histoire et donc il va pas, selon les époques, il va pas regarder de la même façon les faits du passé et même les mêmes faits. Donc effectivement, il y a une historicité de l'histoire comme enquête. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais cette réflexion-là, je connais sur l'histoire, moi ça me fait penser, il y a eu le même questionnement. Enfin, est-ce que c'est pas aussi, on peut le faire systématiquement avec toutes les objets d'études et les sciences qui sont affiliées aux sciences humaines, parce que à la même époque, il y avait le même questionnement sur l'anthropologie, avec le travail de Lévi-Strauss, où justement, enfin, d'après ce que j'en ai compris, il y avait une impasse, on est arrivé à une impasse dans l'anthropologie, jusqu'à ce qu'on arrive à la dépasser, en admettant quelqu'un qui enfin se dise, bon, ben, j'étudie tel, on pourrait dire là, j'étudie un phénomène historique, j'étudie tel peuplade, tel groupe d'individus, mais je suis moi-même au milieu d'entre eux et j'ai mon propre point de vue, ma propre subjectivité. Et donc c'est
c'est là aussi, encore une fois, un autre domaine où, pour pouvoir progresser, il a fallu un moment qu'on analyse sa propre subjectivité. Et ça ne veut pas dire que les réflexions qui allaient être produites par l'individu en question ou l'anthropologue en question allaient être fausses, mais juste allaient apporter un autre point de vue qui pouvait d'ailleurs s'agglomérer au précédent et au futur pour apporter une réflexion globale. Et enfin, en gros, c'est un peu ce. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette réflexion sur l'histoire, on a pu et on peut l'appliquer, on doit l'appliquer, je pense, à beaucoup d'autres sciences, toutes les sciences humaines, quoi. Enfin, sociologie, j'imagine pareil, je connais moins. Absolument. Et on aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur un petit peu sur le rapport de Sartre à l'anthropologie et aux autres sciences humaines. Mais juste, ce qui me semble vraiment fondamental dans ce que tu dis, c'est la question, est-ce que justement on va dépasser dialectiquement, quand il y aura une difficulté, une impasse dans une discipline, est-ce qu'on va la dépasser dialectiquement, c'est-à-dire véritablement dépasser elle et, si tu veux, ses alternatives opposées, ou bien est-ce qu'on va juste faire un mouvement de balancier et aller du structuralisme à l'empirisme et de l'empirisme au structuralisme, etc. Tu vois, et voilà, et on revient au précédent et en fin de compte, et ça c'est pas un mouvement dialectique et c'est pas intéressant. Donc est-ce qu'on va arriver justement à faire quelque chose de nouveau qui tienne compte des défauts et qui arrive à réunir le meilleur des précédentes, quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Voilà, et c'est ça. Oui, intégrer le maximum. Et donc c'est ça l'intérêt du mouvement dialectique, effectivement. Et c'est à ça qu'on comprend que c'est vraiment important dans les connaissances. Bon, en fait, on vient de toucher à plusieurs thèmes qui reviendront de toute façon dans les prochaines séances. Donc, je pense que c'est l'heure d'arrêter. On peut encore prendre un petit verre là. Et sinon, à la semaine prochaine. Merci.